tout le monde pense toujours savoir ce qui se passe derrière les portes closes. Ils voient un couple sourire sur des photos, partager des anecdotes lors des repas de famille, et ils supposent que tout va bien. Mais laissez-moi vous dire une chose, ces photos n'étaient que des instantanés d'une vie qui s'effondrait sous la surface. Il y a une nuit que je n'oublierai jamais. J'étais assis dans ma voiture, garée à quelques rues de chez moi, dans un quartier tranquille de Lyon, en pleurs. Je ne savais pas comment j'avais fini là, ni pourquoi je me sentais si vide. Mais ce moment-là, c'était celui où j'ai réalisé que le mariage que tout le monde admirait me tuait à petit feu. De l'extérieur, notre mariage semblait solide, presque enviable. Nous avions une belle maison à Villeurbanne, des emplois corrects, et 2 enfants formidables. Les gens me disaient souvent à quel point j'avais de la chance d'avoir une femme comme Sophie. Pendant un temps, je les croyais. Je me disais que tous les mariages avaient leur haut et leur bas, que les disputes constantes, cette tension qui ne disparaissait jamais, n'étaient qu'une phase passagère. Mais la vérité, c'est que ce n'était pas une phase. C'était la réalité dans laquelle j'étais piégé. Sophie avait cette manière de me faire sentir que j'étais toujours le problème, que je n'étais jamais à la hauteur. Ça a commencé par des remarques anodines, je ne gagnais pas assez d'argent, je n'étais pas aussi ambitieux que les autres hommes qu'elle connaissait. Puis ça s'est aggravé. Je vérifiais notre compte bancaire et voyais qu'elle avait retiré de grosses sommes sans m'en parler. Quand je lui posais la question, elle devenait défensive, renversant la situation contre moi, disant que si je gagnais plus, nous n'aurions pas de problème. C'était épuisant de se sentir constamment en échec, comme si rien de ce que je faisais n'était suffisant. J'ai tout essayé pour que ça fonctionne. J'organisais des sorties en famille, espérant qu'on pourrait renouer. Mais Sophie n'était jamais intéressée. Elle préférait rester au lit toute la journée plutôt que de passer du temps avec moi ou les enfants. Et le pire, c'est que je continuais à me convaincre que les choses s'amélioreraient, que si je travaillais plus dur, si je l'aimais davantage, on pourrait réparer ce qui était brisé. Mais au fond, je savais. Je savais que le mariage que tout le monde voyait n'était qu'une illusion, un mensonge soigneusement construit qui cachait la solitude, la peur, l'épuisement. Je souriais sur ces photos, mais à l'intérieur, je mourais un peu plus chaque jour. Cette nuit dans la voiture, c'était la première fois que je me suis autorisé à l'admettre. Je ne le savais pas encore, mais c'était le début de la fin. Je ne sais même pas quand les choses ont commencé à déraper. C'était comme être lentement bouilli vivant, quand j'ai réalisé à quel point c'était grave, j'étais déjà en train de me noyer. L'une des choses les plus dures à expliquer, c'est comment Sophie arrivait à me faire sentir si petit, si inadéquat, sans jamais hausser la voix. Elle avait cette façon de me rabaisser avec un simple regard ou quelques mots. À force, j'ai commencé à croire tout ce qu'elle disait. Le côté financier, c'était brutal. Sophie était, disons, imprudente avec l'argent. Un matin, je me préparais pour aller travailler, je me suis connecté à notre compte bancaire pour vérifier qu'on avait assez pour payer le crédit immobilier. Et là, plusieurs milliers d'euros envolés. Elle les avait retirés, probablement pour une de ses virées shopping ou pour donner à un ami dont je n'avais jamais entendu parler. Quand je lui ai demandé des explications, elle a levé les yeux au ciel et m'a lancé « Pourquoi tu t'inquiètes tout le temps pour l'argent? Si t'étais un meilleur pourvoyeur, on n'aurait pas ces problèmes. » Ça m'a fait mal. Je me tuais au travail pour tout maintenir à flot, et elle agissait comme si j'échouais, comme si je laissais tomber notre famille. Mais j'essayais de rester calme. Je lui ai dit qu'on devait établir un budget, qu'on prenait du retard sur les factures. Elle a haussé les épaules, disant que j'exagérais. Ce n'était pas juste l'argent, c'était la manière dont elle s'en servait pour me contrôler, pour me faire sentir que je n'étais jamais assez. Je ne pouvais même pas m'acheter une nouvelle paire de chaussures sans qu'elle fasse un commentaire sarcastique sur le fait que je ne devrais pas dépenser pour moi alors qu'on galérait. Pendant ce temps, elle claquait l'argent sans compter. Le poids émotionnel était pire que le financier. Sophie avait une façon de me faire sentir coupable de tout. Si les enfants faisaient des bêtises, c'était ma faute, je n'étais pas assez strict. Si la maison était en désordre, c'était parce que je n'aidais pas assez. Peu importe ce que je faisais, ce n'était jamais assez pour elle. À la longue, j'ai commencé à croire qu'elle avait peut-être raison. Peut-être que je n'étais pas à la hauteur, que j'échouais en tant que mari et père. Le pire, c'était l'isolement. Je ne pouvais parler à personne de ce qui se passait. Je ne voulais pas admettre que mon mariage s'effondrait, que la femme avec qui j'avais promis de passer ma vie me rendait misérable. Alors je gardais tout pour moi, prétendant que tout allait bien,
même si je m'effondrais de l'intérieur. Un soir, après une énième dispute à propos d'argent, je suis sorti marcher dans les ruelles pavées du Vieux-Lyon, juste pour me vider la tête. En marchant, je repensais à combien les choses étaient différentes de ce que j'avais imaginé quand on s'était marié. J'avais cette image dans ma tête, élever nos enfants ensemble, se soutenir dans les bons et les mauvais moments. Mais à la place, j'étais seul, coincé dans un mariage où je me sentais plus comme un compte bancaire qu'un partenaire. Il y a un souvenir qui me hante, comme un mauvais rêve. C'était un samedi après-midi, j'avais organisé une sortie familiale au parc de la Tête d'Or. Rien d'extraordinaire, juste un pique-nique et peut-être un tour en pédalo avec les enfants. Je pensais que ce serait une bonne façon de passer du temps ensemble, de retrouver cette connexion qui semblait s'évanouir. J'étais enthousiaste, j'avais préparé des sandwichs, pris une couverture, motivé les enfants. Mais quand je suis allé chercher Sophie, elle m'a regardé depuis le lit, à peine capable de lever la tête de l'oreiller. Elle m'a dit qu'elle était fatiguée, qu'elle n'avait pas envie d'y aller, et de prendre les enfants sans elle. Je suis resté là un instant, essayant de cacher ma déception, essayant de comprendre comment elle pouvait ne pas voir ce que j'essayais de faire pour notre famille. Mais tout ce que j'ai eu, c'était ce regard vide, comme si elle s'en fichait complètement. Alors j'ai emmené les enfants au parc sans elle. On s'est amusé, je suppose. Les enfants riaient, couraient partout, mais tout le temps, je ne pouvais pas me débarrasser de ce sentiment que quelque chose n'allait vraiment pas. On était censé être une famille heureuse, mais il y avait ce vide immense là où Sophie aurait dû être. Sophie s'éloignait de plus en plus, pas seulement de moi, mais aussi des enfants. Elle restait au lit pendant des heures, parfois toute la journée, disant qu'elle était trop fatiguée ou qu'elle avait mal à la tête. Au début, j'essayais d'être compréhensif. Je m'occupais des enfants, faisais à dîner, nettoyais la maison, espérant qu'elle finirait par se ressaisir. Mais peu importe ce que je faisais, ce n'était jamais assez. Elle était toujours distante, toujours en colère, comme si être avec nous était un fardeau. À un moment, j'ai arrêté d'essayer de l'inclure. Je sortais avec les enfants tout seul, organisais des activités sans même lui demander si elle voulait venir. Et ironiquement, elle a commencé à se plaindre que je l'éloignais des enfants, que je la faisais se sentir exclue. Je n'en croyais pas mes oreilles. La femme qui ne se levait pas du lit pour passer du temps avec nous m'accusait maintenant de la mettre à l'écart. Une nuit, elle est rentrée tard, vers minuit. Elle disait qu'elle était chez une amie, mais quand je lui ai demandé qui, elle s'est énervée, me disant que ça ne me regardait pas. C'est là que j'ai commencé à vraiment m'inquiéter. Les retours tardifs sont devenus plus fréquents, les excuses plus faibles. Elle était toujours avec des amis, mais elle ne disait jamais qui, et elle ne m'invitait jamais. C'était comme si elle avait une autre vie dont je ne faisais pas partie. La goutte d'eau, c'est quand j'ai découvert qu'elle avait une liaison. Je m'en doutais, mais quand je l'ai confrontée, elle n'a même pas cherché à nier. Elle m'a juste regardé avec une expression froide, indifférente, et m'a dit qu'elle voulait divorcer. J'aimerais pouvoir dire que j'étais dévasté, mais en vérité, j'ai ressenti une étrange sensation de soulagement. C'était comme si un poids énorme avait été enlevé de mes épaules. Je savais que notre mariage était fini bien avant qu'elle ne l'admette, et l'entendre le dire à voix haute confirmait ce que je ressentais depuis longtemps. Les jours qui ont suivi étaient flous. On l'a dit aux enfants, ils étaient perdus, blessés. J'essayais d'être fort pour eux, mais à l'intérieur, j'avais du mal à tenir le coup. Sophie a déménagé peu après, et la maison semblait encore plus vide sans elle. Mais d'une certaine manière, c'était aussi le début de quelque chose de nouveau. J'étais enfin libre de la pression constante, de ce sentiment perpétuel de ne pas être à la hauteur. Le divorce a été un cauchemar, bien plus compliqué qu'il n'aurait dû l'être. L'avocat de Sophie était un désastre. Je m'attendais à ce que ce soit tendu, mais c'était ridicule. Chaque document qu'il déposait avait une erreur flagrante. Ils se sont trompés sur mon nom dans un formulaire, ont mal indiqué les dates de naissance des enfants, ont listé des propriétés qu'on n'avait jamais vues, et même ajouté une entreprise dont je n'avais jamais entendu parler. À chaque fois qu'on semblait avancer, une nouvelle erreur surgissait, une date erronée, une signature manquante et ça nous retardait de semaines. J'étais coincé dans cet entre-deux, voulant tourner la page, mais constamment ramené dans ce chaos. Ce qui empirait les choses, c'était la façon dont Sophie essayait de profiter de ses retards. À un moment, son avocat a soutenu que je devais payer tous les frais juridiques parce que c'était moi qui faisais traîner les choses. C'était absurde. Heureusement, le juge a vu clair dans leur jeu et a décidé que je n'avais pas à payer pour leurs erreurs.
Mais même cette petite victoire semblait vide quand je réalisais tout le temps perdu. Pendant ce temps, la nouvelle vie de Sophie commençait à s'effondrer. Elle s'était installée avec l'homme pour qui elle m'avait quitté, et au début, elle agissait comme si elle vivait un conte de fées. Mais les fissures sont vite apparues. J'ai entendu par des amis communs que sa nouvelle relation n'était pas ce qu'elle avait espéré. Le type était contrôlant, peut-être même abusif. L'excitation de leur liaison s'estompait rapidement. Le vrai tournant est arrivé quand j'ai changé tous les mots de passe de nos anciens comptes joints. Sophie utilisait encore mon argent pour maintenir son train de vie, même après son départ. Une fois que j'ai coupé cet accès, la réalité l'a frappée de plein fouet. Elle s'est retrouvée à court, réalisant à quel point elle dépendait de moi financièrement. Et puis, cerise sur le gâteau, la maison où elle vivait avec son nouveau compagnon était en saisie. C'était la maison de son oncle, et il n'avait pas payé l'hypothèque. Un après-midi, j'ai reçu un appel de cet oncle, complètement désespéré, me demandant si je pouvais aider avec les arriérés. Au début, j'étais furieux. Pourquoi devrais-je nettoyer leur désastre? Mais ensuite, j'ai vu une opportunité. Je n'avais pas l'argent pour payer les dettes, mais je pouvais acheter la maison. C'était un pari, mais je l'ai fait. J'ai acheté la maison, et soudain, j'étais propriétaire de l'endroit où Sophie vivait. Son expression quand elle l'a appris valait tout l'or du monde. Elle était passée d'un monde de fantaisie où elle contrôlait tout à devoir faire face à la réalité, elle n'était pas aussi maître de la situation qu'elle le pensait. Le divorce traînait toujours, mais au moins, j'avais cette petite victoire. Avec la maison à mon nom, j'avais l'impression de reprendre un peu de contrôle sur ma vie. C'était étrange, je ne voulais pas me vanter ou l'enfoncer, mais en même temps, je ne pouvais ignorer comment ces actions avaient fait souffrir les enfants et moi. Je voulais juste avancer, reconstruire ma vie sans le drame constant qui avait défini notre mariage. Une fois la tempête apaisée, j'ai enfin pu respirer, prendre du recul sur tout ce qui s'était passé. Pour la première fois depuis des années, j'étais seul. Plus besoin de marcher sur des œufs, plus de stress constant à me demander comment Sophie allait réagir. C'était juste moi et les enfants, et même si c'était effrayant, c'était aussi libérateur. J'ai décidé de me concentrer sur moi pour une fois. Si je voulais être le meilleur père possible, je devais être en bonne santé mentale et physique. Alors j'ai commencé à faire des changements. D'abord, la thérapie. J'avais toujours pensé que c'était pour les gens qui ne pouvaient pas gérer leurs problèmes seuls, mais après tout ce que j'avais traversé, j'ai réalisé que j'avais besoin d'aide pour digérer tout ça. Parler à quelqu'un d'extérieur, qui écoutait sans juger, a fait une énorme différence. J'ai commencé à y voir plus clair, à comprendre comment j'avais laissé cette relation toxique me définir, comment j'avais perdu de vue qui j'étais à force d'essayer de rendre Sophie heureuse. Ensuite, j'ai changé mon mode de vie. J'avais pris pas mal de poids pendant le mariage, probablement à cause du stress et de la malbouffe. Alors j'ai revu mon alimentation, éliminé les cochonneries, et repris le sport. J'adorais jouer au football quand j'étais plus jeune, alors je me suis inscrit dans une ligue locale à Bron. Au début, j'étais rouillé, mais au fil des semaines, je me sentais plus fort, plus énergique. J'ai perdu 10 kilos, puis 15. Ce n'était pas juste une question d'apparence, c'était pour me sentir mieux, avoir plus d'énergie pour jouer avec mes enfants, relever les défis. J'ai même commencé à entraîner une équipe de foot junior, quelque chose que j'avais toujours voulu faire mais que je n'avais jamais eu le temps ou l'énergie de réaliser. C'était devenu un moment fort de ma semaine, voir ces gamins progresser, savoir que je les aidais à ma manière. À la maison, les choses changeaient aussi. Sans l'attention constante que Sophie apportait, les enfants et moi avons commencé à tisser des liens comme jamais auparavant. On a instauré une nouvelle tradition, chaque semaine, on choisissait un livre à lire ensemble. Ça peut sembler simple, mais c'était spécial, quelque chose qui n'appartenait qu'à nous. On s'asseyait le soir, on lisait à tour de rôle, et on discutait des histoires. J'ai vu combien ils aimaient ça, combien ils attendaient ce moment, et ça m'a fait réaliser à quel point ces petits instants étaient précieux. Au travail, les choses allaient bien aussi. Avec le chaos de ma vie personnelle qui se calmait, je pouvais mieux me concentrer, être plus productif. Mon patron l'a remarqué, et après quelques mois, j'ai eu une promotion, une belle, avec une augmentation significative. C'était une validation que j'étais sur la bonne voie, que tout ce travail et cette persévérance portaient leurs fruits. J'ai utilisé une partie de cet argent pour rendre la maison plus chaleureuse, une nouvelle couche de peinture, des meubles qu'on a choisis ensemble avec les enfants. On en a fait un projet familial, quelque chose dont on pouvait être fier.
Pour la première fois depuis longtemps, j'avais de l'espoir. La colère, l'amertume, elles étaient toujours là, bien sûr, mais elles ne me définissaient plus. Je trouvais de la joie dans les petites choses, être père, prendre soin de moi, me fixer des objectifs et les atteindre. J'ai commencé à croire que tout ce que j'avais traversé m'avait mené à ce point, à un endroit où je pouvais reconstruire, pas juste ma vie, mais moi-même. Je n'aurais jamais imaginé que Sophie essaierait de revenir dans ma vie après tout ce qu'on avait traversé. Je pensais qu'elle passerait à autre chose, mais les gens comme elle ne lâchent pas facilement. J'avais commencé à fréquenter quelqu'un, Claire, une femme qui a ramené de la lumière dans ma vie après toutes ces années d'obscurité. Elle était tout ce que Sophie n'était pas, gentille, attentionnée, et sincèrement intéressée par moi et les enfants. Quand Sophie l'a appris, elle a pété un câble. J'avais posté quelques photos de nous sur les réseaux sociaux, rien d'ostentatoire, juste des moments qui me rendaient heureux. Je ne cherchais pas à provoquer Sophie, je vivais juste ma vie, enfin heureux. Mais ça a suffi à la faire réagir. Elle s'est pointée à un match de foot de notre fils, à Dessines, sans prévenir. Je ne l'avais pas vu depuis des semaines, et franchement, je n'avais pas hâte. Elle a regardé le match de loin, sans vraiment parler à qui que ce soit, juste en observant. Après le match, pendant que je rangeais les affaires, elle s'est approchée. Son regard n'était pas le même, pas cette froideur habituelle. Il y avait quelque chose de différent, presque du désespoir. « Tu vas vraiment faire ça ?» m'a-t-elle demandé sans même un bonjour. Faire quoi, Sophie? J'étais déjà fatigué de son jeu. Ça, a-t-elle dit en désignant l'endroit où Claire se tenait. Tu vas vraiment tout jeter comme ça? Je n'en croyais pas mes oreilles. Après tout ce qu'elle m'avait fait subir, elle jouait la victime. Jeter quoi, Sophie? On est fini. C'est toi qui as fait ce choix. Elle avait l'air de ne pas comprendre pourquoi je ne tombais pas dans son piège. On a une histoire, tu sais. On pourrait encore faire marcher ça, pour notre fils. Ce serait mieux pour lui si on était ensemble. J'ai ri. Ce n'était pas très mature, mais c'était tellement absurde. Mieux pour lui, Sophie? Tu n'as jamais voulu être une famille. Tu t'es désengagée bien avant la fin de notre mariage. Tu crois vraiment que je pourrais revenir à ça? Elle n'a pas aimé ma réponse. Son visage s'est durci, montrant ce côté d'elle que j'avais vu trop souvent. Alors c'est tout? Tu vas me remplacer comme si je ne comptais pas? C'est toi qui m'as remplacé en premier, tu te souviens. Ou tu as oublié le mec pour qui tu m'as quitté? Elle a ricané, comme si j'avais du culot de mentionner ça. C'était une erreur. Mais toi, tu es censé être le bon gars. Je suis le bon gars, Sophie. C'est pourquoi je ne reviens pas avec toi. J'en ai fini avec tes jeux, fini de te laisser me manipuler. Claire me rend heureux. Elle me traite avec respect, chose que tu n'as jamais faite. Elle n'était pas prête à abandonner. Ça ne durera pas. Elle verra qui tu es vraiment, et elle partira aussi. Je voyais à quel point ça la rongeait de me voir heureux, avec quelqu'un qui se souciait vraiment de moi. À cet instant, j'ai réalisé quelque chose, Sophie ne supportait pas l'idée que j'avais tourné la page, que je trouvais du bonheur sans elle. Elle ne voulait pas vraiment revenir, elle voulait juste reprendre le contrôle. Tu ne peux pas revenir maintenant et faire comme si tu te souciais de moi, ai-je dit, en gardant mon calme. Tu as eu ta chance, et tu l'as gâchée. Je passe à autre chose, Sophie. Je te suggère de faire pareil. Elle m'a fixé un long moment, comme si elle cherchait une nouvelle tactique. Mais quand elle a vu que je ne céderais pas, elle s'est énervée, lançant des accusations, disant que c'était moi qui avais détruit notre famille, que j'avais été infidèle depuis le début. Elle réécrivait l'histoire pour se poser en victime. Mais je n'ai pas mordu à l'hameçon. Je suis resté là, à l'écouter déverser sa colère, jusqu'à ce qu'elle ait fini. Puis j'ai secoué la tête. Tu peux dire ce que tu veux, Sophie. Ça ne change pas ce qui s'est passé. On est fini. Elle est partie en furie, non sans me menacer de raconter des mensonges à Claire, de lui faire croire que j'étais une personne horrible. Mais je n'étais pas inquiet. Claire connaissait la vérité, et je savais qu'elle ne se laisserait pas manipuler par Sophie. Après cette rencontre, j'ai pris une décision. Ma vie avec Claire, avec les enfants, avec tout ce que je construisais, je la protégerais. Sophie avait eu sa chance, et elle l'avait gâchée. Maintenant, c'était mon tour d'être enfin heureux, et je n'allais pas la laisser me voler ça.